Alors, donc, rebonsoir encore, Monsieur Maïga. Si vous m'entendez, merci de confirmer avant qu'on ne débute. Allez, donc, rebonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, donc, merci de confirmer que vous me recevez avant qu'on ne débute. Déjà, il est 19h21. OK, d'accord. Donc, si vous me recevez 5 sur 5 alors, donc, très rapidement, je vais demander un très bref rappel ou encore des questions sur tout ce qu'on a vu, soit la séance précédente ou s'il y a d'autres questions, on pourra revenir rapidement là-dessus avant de débuter. Donc, un rappel, voilà, sinon s'il y a des questions, merci de prendre la parole. Je voudrais aussi que vous me recevez. Donc, Monsieur Laurent, la parole. Bonsoir, Monsieur Bado, bonsoir à tous et à toutes. Bon, peut-être dire ce que nous avons vu la séance passée. Nous avons parlé la minute de sécurité ou encore euh, le quart d'heure de sécurité. Et nous avons vu que c'est une courte réunion informelle qui se veut participative et qui porte sur un thème avec l'ensemble des travailleurs. Nous avons également vu l'induction. Et l'induction, c'est l'ensemble des éléments consignés dans un support numérique ou physique pour, pour montrer aux nouveaux arrivants les consignes en fait sur un site. Voilà. Bon.
pour revenir à la minute de sécurité, on a vu que comment on doit préparer une minute de sécurité. Il est important de capter l'attention de l'auditoire, de permettre en fait la bonne assimilation et de créer des supports clairs et visuels pour aider à la compréhension. Bon, on a vu également, toujours au niveau de la minute de sécurité, comment faire pour capter l'attention de l'auditoire, comment instaurer un climat favorable à l'écoute et également comment introduire le sujet. Bon, on a vu que la minute de sécurité peut être donnée par le HSE, et par le directeur des ressources humaines ou n'importe quel élément ou personnel de l'entreprise. Bon, je préfère m'arrêter là pour peut-être des compléments. Merci, M. Bat. Alors, donc, merci, Monsieur Laurent, pour ce très bon rappel déjà sur tout ce qu'on a vu. Déjà, ça nous permet déjà de faire un retour sur ce qu'on a compris. Et donc, chose qui est très, très essentielle. Alors, si Maïga nous entend et qu'il peut prendre la parole, dernièrement, il écrivait. Merci aussi de pouvoir prendre la parole. Sinon, on pourra débuter. Il faut dire que en ligne, vu que beaucoup suivent en ligne et aussi en présentiel, donc naturellement, quand ils ne suivent pas en ligne, c'est qu'ils seront là en présentiel pour pouvoir suivre. Et donc, si Maïga a son mot à dire, naturellement, on pourra l'écouter, sinon on pourra débuter. Alors, donc, merci de me confirmer que vous voyez le support qui est partagé, la lutte contre les incendies. D'accord, donc merci bien, Monsieur Laurent. Alors, donc, pour cette séance, normalement, nous devrons parler de la lutte contre les incendies et le sécurisme. Donc, déjà, c'est une formation aussi qui se veut complète, comme on l'a dit, sauf que pour le sécurisme, naturellement, on viendra sur l'essentiel. Et après, on peut-être pourra vous envoyer déjà toutes les vidéos de nos séances passées avec nos étudiants en pratique. Et le plus important à retenir pour ce qui concerne déjà donc du sécurisme de premier niveau, parce que c'est ce qui est le plus important. Alors donc, pour commencer déjà le cours, il faut dire que le cadre de sécurité, communément appelé aussi la minute de sécurité, la causerie de sécurité, le toolbox meeting, le meeting prestat. Donc, c'est une courte réunion qui se veut participative et informelle, où le HSE ou tout autre représentant travailleur peut prendre un thème afin de discuter avec l'ensemble des autres travailleurs. Le plus important déjà, c'est de pouvoir garder quelque chose afin de pouvoir trouver des solutions face aux risques auxquels nous sommes exposés. Donc, naturellement, d'autres parleront de 15 minutes, mais tout dépend déjà de la structure, voire 5 minutes, voire 10 minutes, voire 20 minutes, tout dépend déjà du temps qu'on nous accorde. Donc, le cadre se veut assez bref. Le plus important, c'est l'atteinte des objectifs. Par contre, l'induction déjà, c'est toute formation qui accueille tout nouveau travailleur, tout nouveau arrivant, tout
visiteurs en immersion ou encore en stage. En tout cas, tout ce qui est comme nouveau qui arrive sur notre chantier. Donc, c'est sur un support, qu'il soit numérique, papier ou encore de tout autre, où on va consigner l'ensemble des procédures de sécurité, des politiques, que ce soit qualité, santé, sécurité ou toute autre information jugée importante qu'on mettra à la disposition déjà des nouveaux arrivants afin de les induire dans tout ce qui est comme protocole et dispositifs qui sont mis en place sur notre site. Donc, c'est de créer déjà en eux cet éveil de sécurité, comme on le dit. Alors donc, je rappelle toujours que c'est toujours possible d'ouvrir votre micro et de poser toutes vos questions. Je vois que M. Ouedraogo s'est connecté, donc bonsoir à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Sinon, aujourd'hui, nous allons discuter à long et en large de la lutte contre les incendies. Alors donc, ici aujourd'hui, nous allons parler, comme annoncé, de la lutte contre les incendies. La naissance du feu, quelles sont les causes liées à un incendie, quel est le mode de propagation même du feu, la toxicité des fumées et les classes de feu et les agents extincteurs. Et donc, le plus important déjà, c'est de connaître le mécanisme d'éclosion du feu, quelles sont les causes de propagation et les effets même de la fumée sur les hommes. Alors donc, je ferai très rapidement un bref résumé de tout ce qu'on doit comprendre sur ce cours concernant la lutte contre les incendies. Alors déjà que nous sommes HSE, notre premier rôle déjà, c'est de veiller à la santé et sécurité de nos travailleurs, de sorte à ce qu'ils ne soient pas un frein à la productivité déjà de notre entreprise et de veiller aussi sur les équipements ou matériels même et biens qui sont mis à la disposition des travailleurs, naturellement aussi qui vont contribuer à la productivité de l'entreprise et travailler de sorte à ce que l'activité de l'entreprise n'ait pas un impact négatif sur l'environnement. Et dans ce sens, l'incendie qui est considéré comme un euh, risque qui peut survenir à n'importe quel moment, dont la gravité est extrême, mais la probabilité d'occurrence est très faible. Parce que quand on prend un incendie, l'incendie n'arrive pas tous les jours. Sauf que, mais quand il arrive, il cause d'énormes dégâts. Alors, on a dit que pour évaluer les risques, il faut prendre en compte deux facteurs, l'exposition et la gravité. L'exposition qui peut avoir plusieurs synonymes, notamment la probabilité ou encore la fréquence, voire même encore l'exposition. Donc, nous, pour évaluer un risque, on tient compte de ces deux paramètres, la gravité et l'exposition ou la probabilité ou la fréquence. Alors, quand on prend le... Et souvent même là, c'est les hommes même qui me font. Moi, On va il y a demander longtemps, à il M. était pas. Salif de fermer son micro. Voilà, donc déjà désolé pour cette brève interruption. Alors donc, bonne arrivée à M. Salif Ouedraogo qui vient de nous prendre en cours. Donc, je reviens déjà sur la présentation. Alors donc, je revenais déjà sur la synthèse de ce qui concerne le cours pour la lutte contre les incendies. Donc, l'incendie qui est un risque qui se manifeste très rarement, mais dont la gravité est élevée. Et donc, la norme nous dit de travailler à ne jamais négliger un risque dont la probabilité d'occurrence est faible, mais la gravité est élevée. Donc, de toujours accompagner notre prise de décision par d'autres facteurs qui puissent accompagner sans toutefois négliger la provenance de ce risque-là. Donc, pour les cas d'incendie, d'explosion, on encadre donc ces risques-là par beaucoup plus de sensibilité et l'incendie en fait partie. Donc, déjà que nous, HSE, on ne travaille plus beaucoup plus sur les conséquences, on travaille sur les causes. Donc, l'essentiel pour nous sur ce cours, ça sera déjà de ne pas lutter contre les incendies, mais ça sera de lutter contre les débuts de feu.
Donc, très progressivement, nous allons avancer. Je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser toutes vos inquiétudes. Et aussi, je profite de rappeler que il y a toujours l'enregistrement du cours qui sera publié sur notre lien YouTube. Alors donc, l'objectif étant défini, qu'est-ce que c'est la combustion? Et donc, la combustion, c'est la combinaison d'un corps combustible avec un corps comburant en présence d'une énergie d'activation. Donc, elle va s'accompagner forcément du dégagement donc, d'une émission de flamme qu'on va appeler donc CO2. Donc, pour dire tout simplement, pour qu'il y ait incendie, il faut qu'il y ait début de feu. Et nous, on ne va plus travailler sur les incendies parce qu'on sait que l'incendie se manifeste lorsqu'il y a un dépassement. Nous, on viendra travailler déjà sur les débuts de feu. Et quels sont les phénomènes qui entraînent l'éclosion d'un feu? Comment travailler même à empêcher la survenue même du début du feu? Et comment limiter sa propagation? D'où l'objectif déjà de ce cours. Donc, pour dire que la combustion, déjà, c'est lorsqu'une flamme nue apparaît, lorsque trois composantes sont réunies. Naturellement, on va parler du triangle de feu, à savoir le combustible, ce qui brûle, le comburant, ce qui fait brûler, et l'énergie d'activation qui peut être toute source de chaleur ou encore de mégots de cigarette, donc, ou encore l'étincelle même produite par le courant, etc., qui va entraîner la réactivité des deux composantes précédentes, à savoir le combustible et le comburant. Donc, lorsque ces trois composantes sont réunies naturellement, il y a un début de feu. Alors, le combustible, c'est tout corps solide, liquide ou gazé susceptible de brûler. Donc, tout corps naturellement qui brûle, naturellement sera considéré donc comme un combustible. Donc, quand le feu apparaît, c'est parce qu'un corps brûle et ce corps qui brûle est appelé combustible et ça répond au principe du triangle de feu. Alors que le comburant, c'est tout corps dont la nature chimique et la présence permettent à un corps de brûler. Donc, c'est ce qui ranime même le feu, entretient le feu. Dans d'autres cas, on va parler donc d'oxygène parce que quand on prend l'air qu'on respire, l'air est constitué de 80% de diazote et de 20% d'oxygène. Donc, ce flux d'oxygène qui est contenu dans l'air, naturellement, lorsqu'on allume nos briquets, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve, si on fait face à l'air, naturellement, le feu va pourtant s'allumer. Mais si on fait l'expérience où on élimine ce flux d'air entrant, naturellement, le feu ne pourra pas s'éteindre et même le briquet. Par contre, l'énergie d'activation, c'est toute source de chaleur nécessaire pour activer déjà une combustion. Donc, le combustible peut être présent, le comburant peut être présent, mais s'il n'y a pas cette énergie d'activation, le feu aussi ne va pas s'allumer. Alors donc, qu'est-ce que ça, c'est pour que c'est le triangle de feu qui permet l'apparition déjà d'un feu. Alors que l'incendie, déjà, c'est tout feu violent qui échappe au contrôle et à la maîtrise de l'homme dans l'espace et dans le temps. Et donc, nous, toujours dans le plan de notre prévention, nous allons travailler déjà sur le feu, mais pas dans le sens où il va échapper à notre contrôle pour devenir un incendie. Donc, ça sera en deux étapes. On va travailler à maîtriser le feu en maîtrisant le triangle de feu pour empêcher même la survenue de feu ou voir dans quelle mesure, si même le triangle de feu apparaît, comment casser une chaîne pour que le feu s'éteigne. Et après, dans la deuxième étape, si l'incendie qui est un feu violent qui échappe au contrôle et à la maîtrise de l'homme, s'il survient, quels sont les éléments d'appréciation qu'on va mettre pour pouvoir contrôler l'incendie afin de limiter aussi sa propagation? Alors que la fumée, c'est toute particule visible, solide ou liquide en suspension dans les gaz résultant d'une combustion et ou d'une pyrolyse. Donc, si on parle de fumée, naturellement, on fait allusion au CO2, au dioxyde donc de carbone qui est très toxique à travers soit le monoxyde de carbone lorsqu'il est en combustion incomplète, qui est très, très toxique pour l'homme. Donc, on a tantôt parlé déjà donc du triangle de feu. Voici un peu
ce qu'on retient donc du triangle de feu. Donc, pour que le feu apparaisse, il faut que le triangle de feu soit réuni, c'est-à-dire le combustible, ce qui brûle, qui peut être le bois, le papier, le liquide, etc. Le comburant, ce qui fait brûler, en d'autres termes, qui peut être l'oxygène pour animer le feu, et l'énergie d'activation qui sera cette énergie déclencheur afin d'entraîner l'apparition donc, du feu. Alors donc, quelles sont les origines d'une énergie d'activation quand on sait que le feu, naturellement, on aura dans n'importe quel milieu où nous sommes, nous verrons forcément un combustible. Le comburant, l'air, dans l'air, déjà, on a 20% d'oxygène. Donc, le plus important, déjà, c'est de pouvoir éliminer ou éviter même l'énergie d'activation. Et donc, quelles sont les origines d'une énergie d'activation? Elle peut donc être d'origine thermique, donc naturellement, volontairement ou involontairement, quelqu'un peut allumer déjà un briquet pour rassembler donc le combustible et le comburant. Quelqu'un aussi peut fumer et son mégot de cigarette en jetant par inattention. Ça peut forcément créer le triangle du feu. Alors, elle peut être aussi d'origine électrique. Rien qu'un court-circuit aussi peut entraîner la survenue d'un feu. Elle peut être mécanique à l'ancien temps. Pour pouvoir faire le feu, il fallait aussi donc un frottement d'origine biologique à travers la fermentation donc des déchets qui aujourd'hui, grâce à certains mécanismes, on arrive à avoir du biogaz. Elle peut être aussi d'origine chimique qui, d'autres produits aussi peuvent entraîner aussi cette énergie d'activation. Alors donc, les causes d'un incendie, il faut dire qu'elles peuvent être naturel, c'est-à-dire le soleil. Voilà, lorsque le soleil, par exemple, va surchauffer, par exemple, un métal qui représente le combustible lui-même, et si l'air déjà contient 20% d'oxygène, naturellement, le feu va apparaître. Alors, elle peut être aussi lors de l'emploi de l'énergie, elle peut être aussi une cause accidentelle due donc au facteur humain. Alors, les modes de propagation donc, du feu, il y en a de plusieurs types. Donc, on a le mode donc, au rayonnement thermique, c'est-à-dire transmis à distance et absorbé par un corps récepteur. Ce corps chauffé par le rayonnement prendra feu à son tour. Donc, pour dire que naturellement, lorsque on est dans un environnement, par exemple, avec un métal, lorsque l'autre métal, par exemple, est dans le feu, naturellement, le bout de l'autre métal qui n'est pas dans le feu va se chauffer. Et si après, en fonction déjà de la température, qu'elle soit extrême ou pas, naturellement, si un combustible est aussi présent, naturellement, l'autre corps pourra aussi prendre feu. Donc, ici, on va parler de rayonnement thermique. Alors que la conduction, c'est lorsque la chaleur transmise par les matériaux en contact direct avec le foyer, donc d'incendie. Donc, naturellement, si une forêt prend feu, au fur et à mesure que l'autre côté ou encore des maisons qui sont aux alentours, sans toutefois même être forcément proches, le flux de chaleur aussi va entraîner aussi l'apparition aussi donc de flammes dans les environnements possibles. Alors que par convection, c'est le déplacement de gaz chaud de combustion vers l'air ambiant. Et donc, voici en soi les différents éléments ou encore modes de propagation d'un feu. Et donc, lorsqu'il y a un feu déjà, ce qui a évité, c'est le monoxyde de carbone. Ici, il faut savoir que c'est un cours qui est très bref, très bref. Donc, on va terminer très rapidement et revenir vraiment sur l'essentiel même à retenir. Donc, c'est ici, je peux le dire que c'est un cours de généralité. Alors, donc, lorsqu'on a un feu, on a tantôt parlé donc de combustion. Donc, combustion, déjà, c'est lorsque cette flamme lui apparaisse et lorsqu'elle sera complète, on va avoir le dégagement de CO2. Dans le cas contraire, lorsqu'on va parler de combustion incomplète, c'est le monoxyde de carbone qui est très, très nocif donc, pour le corps humain. Il sera dégagé. Raison pour laquelle on a des consignes à tenir lorsqu'on est soit emprisonné par un feu, c'est de se rapprocher vers le bas parce qu'en ce moment, l'air frais se trouve vers le bras et que dans l'air environnant, on a le monoxyde, voire même le dioxyde de carbone qui sont très, très nocifs donc, pour le corps humain. Donc, lorsqu'on fait face ou on est témoin d'un accident, plutôt un incendie, le plus important, c'est de chercher les freins
et les freins déjà se trouvent vers le bas. Alors donc, quelles sont les classes de feu et les agents extincteurs? Alors donc, très rapidement, c'est ce que j'avais expliqué dans termes de jeu. Nous, déjà, notre rôle en tant qu'HSE, ça sera d'éviter au mieux les incendies en luttant plus efficacement sur les débuts de feu. Donc, on sait qu'aujourd'hui, pour avoir un feu, le feu déjà, c'est toute flamme nue qui apparaît lorsque les composants du triangle sont réunis, c'est-à-dire le combustible, ce qui brûle, le comburant, ce qui fait brûler, et l'énergie d'activation. Lorsque ces trois composants sont réunis, naturellement, il y aura un feu. Sauf que pour lutter déjà contre ces débuts de feu-là, on a pu identifier, catégoriser même les différents types de feux. C'est-à-dire que pour lutter efficacement contre les feux, il faut savoir à quel type de feu on est confronté pour pouvoir lutter efficacement contre celui-là. Donc, conventionnellement parlant, on a 4 types de feux qui sont identifiés. Et c'est à chaque type de feu maintenant que répond un principe d'extinction. L'extinction, déjà, c'est tout principe qui vise déjà à éteindre le feu, soit en agissant sur les trois composants du triangle de feu. Raison pour laquelle aujourd'hui, on va parler des classes de feu et les agents extincteurs. Les classes de feu, pour parler conventionnellement, quels sont les différents types de feu? Parce que c'est à chaque type de feu que répond le principe d'extinction. Alors donc, l'objectif toujours, c'est de pouvoir reconnaître les différents types de feu. Alors, il y a plusieurs classes de feu et les extincteurs et les agents ou produits extincteurs. Alors, donc, conventionnellement parlant, on a 4 types de feux, à savoir les feux de classe A, qui sont les feux de matériaux solides, c'est-à-dire ce sont les feux dits secs, c'est-à-dire le bois, le papier, etc. Donc, tout feu constitué de matériaux solides est considéré comme les feux de classe A. Alors que les feux de classe B, ce sont les feux d'hydrocarbures. On va parler donc de liquides liquéfiables, c'est-à-dire les liquides qui peuvent entraîner ou susciter déjà l'apparition déjà d'un feu qui ont une très forte réactivité donc avec le feu. Alors que les feux de classe C, ce sont les feux des combustibles gazeux. Donc, les feux qui sont dus à gazeux est considéré comme un feu de classe C. Et les feux de classe D, ce sont les feux de métaux. On a plusieurs types de métal, tels que le zinc, l'aluminium, etc., etc., etc. Donc, c'est en fonction de la nature ou encore de la classe de feu que le principe même de pouvoir éteindre ce feu-là répond. Donc, quand on va parler d'extinction, c'est en fonction de chaque type de feu. Et conventionnellement parlant, comme je l'avais annoncé tantôt, il y a 4 types de feux. Et voici ces 4 types de feux. Sauf qu'il y a 2 classes de feux qui sont là, mais qui ne sont pas dans ce que la Convention prévoit, qui ont été déclassifiés. Donc, on va parler des feux de classe E, qui sont les feux d'origine électrique. Mais quand on va parler de conventionnellement parlant, on a 4 classes de feux. Mais les 2 autres classes ont été déclassifiées. Donc, ce sont les feux de classe F, ce sont les feux, plutôt E, les feux d'origine électrique, et les feux de classe F, qui sont les feux dits gras aussi, des feux donc d'origine alimentaire, ou encore les feux de cuisson, c'est-à-dire les feux de restauration, par exemple. Donc, normalement, on va parler des 6 classes de feu, mais conventionnellement parlant, on a 4 classes de feu, notamment les feux de classe A, les feux de matériaux, solides ou liquides, voire tout autre, les feux de classe B, feux d'hydrocarbures, c'est-à-dire l'essence, le gasoil, etc. Les feux de classe C, les feux de combustible gazeux, c'est-à-dire le butane, le méthane, etc. Et les feux de classe D, les feux de métaux. Donc, c'est à chaque type de feu que répond le principe d'extinction. Et donc, comme je l'avais signifié au départ, le plus important pour nous, HSE, ce n'est pas de lutter contre l'incendie, mais c'est de lutter contre les débuts de feu. Parce que si on travaille à minimiser même l'apparition, la survenue des débuts de feu, naturellement, on évite même de lutter contre les incendies. Alors, donc, c'est quoi un extincteur? Alors, l'extincteur, déjà, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. L'extincteur, c'est un appareil contenant un agent extincteur. Donc, ce qui fait l'extincteur, c'est l'agent extincteur qui est à l'intérieur.
qui va répondre aux différentes classes de feu. Donc, chaque instincteur a sa particularité. Chaque instincteur montre les différentes classes de feu qu'il peut lutter. Donc, un instincteur, c'est un appareil contenant un agent instincteur qui peut être projeté et dirigé sur un feu par action d'une pression interne. Cette pression peut être fournie par une compression préalable permanente ou être obtenue par une réaction chimique ou la libération d'un gaz auxiliaire. Alors, donc, on va revenir sur beaucoup plus de détails. Donc, ce coup-là, on va aller très rapidement et revenir vraiment sur beaucoup plus de détails à contenir. Donc, les instincteurs viennent de répondre au type de feu. C'est l'agent, plutôt, c'est l'élément qu'on utilise pour pouvoir lutter contre les débuts de feu. Et donc, conventionnellement parlant, on va parler donc de deux types d'instincteurs. On a l'instincteur à pression permanente et l'instincteur à pression auxiliaire. Donc, je rappelle que l'instincteur, c'est toute cette bouteille qu'on voit soit dans les stations, etc., sous cette forme, comme on voit déjà sur le visuel, qui contient un agent instincteur. D'où sur l'instincteur lui-même, on voit les indications qui permettent de lutter contre la classe de feu adéquate. Donc, alors, comment la maintenance déjà se fait? Il faut que l'instincteur déjà soit en bon état, de son aspect visuel, c'est-à-dire la bouteille, tout et tout soit en de bons états. Et il faut que la structure de maintenance fasse la maintenance même de l'instincteur au moins une fois par an. Alors que les agents instincteurs qui font la particularité même de ces instincteurs-là, on en a de quatre types, c'est-à-dire l'agent instincteur, c'est l'élément qui est à l'intérieur même de l'instincteur qui permet de lutter contre les classes de feu. Et donc, on a quatre types d'agents instincteurs. On a l'agent instincteur constitué d'eau, c'est-à-dire principalement d'eau. Lorsque à l'intérieur de la bouteille, on a l'eau. Maintenant, tout va dépendre si l'eau, là, c'est l'eau simple ou encore c'est l'eau avec additif en fonction de d'autres particularités. Ou encore le contenu de l'agent instincteur constitué même de la poudre ou encore de la neige carbonique ou le CO2 ou encore de la mousse. Donc, on a quatre types d'agents instincteurs. Alors, donc, ci-dessus, plutôt ci-dessous, vous verrez les différents types d'instincteurs et en fonction des éléments où il est conseillé donc de les mettre. Je rappelle qu'à la fin, on mettra le cours à votre disposition. Donc, très rapidement, ces détails, on pourra déjà revenir dessus. Voilà, donc, pour l'instant, s'il y a des questions, merci de poser votre question, s'il y a des questions, avant que je ne projette maintenant le cours qui va rentrer beaucoup plus en détail. Donc, l'objectif déjà de ce module-là, c'était de revenir vraiment sur une question de généralité. Et donc, je m'arrête là. S'il y a des questions, je suis disposé à les répondre très rapidement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Salif qui confirme, OK, OK. Monsieur Herman, Monsieur Laurent, Monsieur Maïga, Monsieur Ouedraogo. Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, donc, on va commencer déjà. On va revenir sur les questions beaucoup plus en détail. Et donc, les instincteurs plus particulièrement, parce que je dis, nous, HSE, le plus important, les 9 principes de la prévention nous dit déjà d'éviter les risques. Parce qu'un risque qu'on a évité, naturellement, on ne va plus travailler déjà à pouvoir chercher à le corriger. Et donc, nous, notre principe déjà, ce sera d'éviter au maximum la survenue même d'un incendie en travaillant déjà sur les débuts de feu parce qu'on sait que si on lutte contre les débuts de feu, naturellement, on n'aura plus à traiter l'incendie qui est considéré selon la norme comme un risque dont la probabilité d'occurrence est faible, mais la gravité est très élevée parce que l'incendie ne survient pas à tout moment, mais lorsque ça arrive, les dommages, que ce soit sur le plan matériel, humain, est très, très élevé. Et donc, pour revenir encore, pour dire que pour qu'il y ait feu, le feu, c'est toute flamme nue qui apparaît lorsque trois composantes sont réunies, c'est-à-dire le combustible, ce qui brûle, le comburant,
qui est l'énergie, plutôt le comburant qui est l'élément qui va permettre d'entretenir le combustible. Et l'énergie d'activation, c'est l'élément qui permet d'accompagner déjà les deux éléments précédents, à savoir le combustible et le comburant. Donc, naturellement, pour éteindre un feu, on passe par ce principe, c'est-à-dire casser une composante de ce triangle de feu-là. Et lorsqu'une composante de ce triangle de feu est cassée, naturellement, le feu va s'éteindre. Donc, pour d'autres cas, par exemple, lorsqu'on a une bouteille de gaz, par exemple, qui prend feu, si on coupe déjà l'énergie d'activation, qui est la bouteille même de gaz, naturellement, le feu va s'éteindre, le combustible va s'éteindre et le comburant aussi ne pourra plus être actif. Donc, ici, par exemple, dans le deuxième cas, par exemple, on a des feux de braise. Si on prend de l'eau, on verse sur le feu, naturellement, on va imbiber le combustible d'eau. Donc, naturellement, ça va agir par le principe de refroidissement qui va éteindre le combustible et le feu va s'éteindre. Dans d'autres cas, lorsqu'on cuisine à la maison et que la marmite prend feu, la meilleure façon d'éteindre le feu, ça sera de prendre le couvercle, empêcher même le flux de carburant et naturellement le feu va s'éteindre. Alors, on a déjà dit que pour lutter contre les débuts de feu, aujourd'hui, le plus important à retenir, c'est que le feu, avant notre entendement, pour nous, tout feu, c'est feu feu, c'est feu, comme on le dit. Mais nous, aujourd'hui, en tant que personnes affranchies, il faut qu'on puisse comprendre qu'en fait, il y a différentes classes de feu. Et c'est à chaque classe de feu qu'on peut lutter efficacement pour l'éteindre. Et donc, en fonction de ces quatre classes, conventionnellement, à savoir les feux de classe A, les feux de matériaux solides, liquides, les feux de classe B, les feux de liquide, liquéfiable, l'essence, le gasoil, les feux de classe C, à savoir donc les feux donc, les feux de classe C plutôt, qui sont donc les feux d'origine gazeux. Donc, par exemple, le méthane à la maison. Et on termine avec un feu d'origine métal. C'est donc feu du feu qui répond à deux principes, soit par étouffement ou soit par refroidissement. Et le principe d'extinction déjà répond aussi à ce principe-là des différentes classes donc, de feu. Et donc, on a dit qu'on a plusieurs agents extincteurs. Ce qui fait la particularité de l'extincteur, ce sont les agents extincteurs. Donc, on a plusieurs euh, types d'agents extincteurs. On a lorsque l'agent extincteur est constitué d'eau, donc naturellement, le principe va se démontrer déjà par refroidissement parce que l'eau, lorsqu'il est versé sur le combustible, il va refroidir déjà le combustible. Alors qu'on peut avoir de l'eau plus additive. L'additif sera constitué de d'autres éléments ou chimiquement pensés qui vont permettre aussi d'accentuer ou d'accélérer même euh, que le feu s'éteigne. On a autre agent extincteur qui est le CO2 qui agit par étouffement, qui va étouffer le feu, c'est-à-dire couper même le carburant. On a la poudre aussi qui agit aussi par étouffement, la mousse aussi qui va agir par étouffement et refroidissement, et enfin les gaz inertes qui vont agir par inhibition. Voilà, donc voici les différents agents extincteurs qui existent. Donc, je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser votre inquiétude. Alors, donc, voici les différentes classes de feux, comme on a dit, les feux de classe A, les feux de classe B, les feux de classe C, les feux de classe D. À côté de ces classes, ce sont les classes qui sont reconnues de façon conventionnelle. Sinon, on a les feux de classe E, les feux d'origine électrique, et les feux de classe F, qui sont des feux aussi dits gras, qui sont des feux de cuisson. Et donc, vous allez voir que les extincteurs aujourd'hui, à chaque type de feu ou classe de feu répond un extincteur. Donc, on va dire que, par exemple, en fonction des différents agents extincteurs, tel agent extincteur est habilité à éteindre telle classe de feu. Et donc, mais généralement, en entreprise, ce qu'on rencontre, c'est que beaucoup plus travaillent avec des extincteurs polyvalents, c'est-à-dire des extincteurs qui peuvent lutter contre
la majorité des classes de feu. Donc ici, par exemple, on voit que l'extincteur à poudre polyvalent lui permet de lutter contre les feux de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C à la fois. Alors donc, l'extincteur, comme on l'avait défini, c'est un appareil permettant de projeter, de diriger sur un foyer un agent extincteur sous l'effet d'une pression extérieure. Donc, l'extincteur, il y en a sur plusieurs formes. L'extincteur sur roue, qui est beaucoup plus volumineux, et on le dépose souvent en entreprise pour accompagner déjà la lutte contre les débuts de feu. Lorsque les extincteurs de 6 kg, de 9 kg déjà sont jugés insatisfaisants. Alors, on a les extincteurs portatifs, généralement 15 kg, 9 kg, voire même 6 kg, ou encore 3 kg même pour les véhicules. On a les extincteurs à poudre, gaz, généralement avec les brancheurs qu'on pourra brancher pour lutter contre donc, la survenue d'un feu. Donc, voici les différents types d'extincteurs. En fonction déjà de notre environnement de travail, on peut avoir un extincteur aussi portatif. Alors donc, comme on l'avait dit, on a deux types d'extincteurs, à savoir l'extincteur à pression permanente et l'extincteur à pression auxiliaire. Donc, le plus important pour nous déjà, c'est ne pas de connaître l'ensemble des éléments, mais c'est de connaître les différents types d'extincteurs, à ne pas confondre les différents types d'extincteurs et les agents extincteurs que contiennent ces différents types d'extincteurs. Donc, je rappelle que j'ai dit que ce qui fait la particularité d'un extincteur, ce n'est pas la bouteille qu'on voit. C'est comme une bouteille de gaz, on a le butane qui est à l'intérieur. Donc, nous, ce n'est pas la bouteille qui nous importe, mais c'est le type d'agent extincteur qui est à l'intérieur de la bouteille, parce que c'est celui-là qui nous donne une indication sur comment lutter sur le feu. Et donc, mais par contre, on a deux types d'extincteurs. On a l'extincteur à pression permanente. Donc, c'est un extincteur en permanence poussé dans le tube plongeur par les gaz sous pression. Et donc, comment utiliser un extincteur? Le premier élément déjà, c'est de pouvoir dégoupiller. C'est-à-dire, face à chaque extincteur, il y a ce qu'on appelle le scellé. Le scellé, déjà, c'est une petite corde qui empêche même l'utilisation directe. Donc, il faut déjà tirer en dégroupillant. Lorsqu'on tire le scellé, déjà, on a déjà dégroupillé. Et ensuite, il faut prendre le levier, qui est le 4, qui est le percuteur ou le contrôleur de débit. En contrôlant le débit, naturellement, on pourra propulser l'agent extincteur à partir du tube plongeur. Ensuite, pour pouvoir, à travers maintenant le tuyau ou le flexible, pour pouvoir vider le contenu même de l'extincteur. Donc, le plus important pour l'extincteur, c'est de dégoupiller, percuter en visant à la source et ensuite, on va contrôler le débit. Et donc, dit qu'on a deux types d'extincteurs. L'extincteur à pression permanente. Pourquoi pression permanente? Parce qu'il y a toujours en pression de façon permanente. Et ce qui nous permet déjà de voir déjà cette pression-là, c'est le nanomètre qui est en 6. On nous dit que le 6, c'est le manomètre. Le manomètre déjà va nous indiquer deux éléments, c'est-à-dire lorsque l'extincteur est sous pression, il sera dans le voyant rouge, parce que un peu plus devant, on pourra voir. Et lorsqu'il est sous pression, il sera aussi dans un autre voyant rouge. Et lorsqu'il a pression normale, il sera dans le voyant vert. Et ensuite, comment l'interpréter, c'est ça le plus important. Alors que l'extincteur à pression auxiliaire, qui est le deuxième type d'extincteur, donc c'est un extincteur, il est sous pression après la percussion, alors que l'extinction à pression permanente, lui, il est tout le temps en pression. Mais l'extincteur à pression auxiliaire, lui, il faut le mettre sous pression d'abord, après avoir percuté, avant de l'utiliser. Donc lui, quand on va dégrouper, on le met d'abord sous pression. Et après ça, maintenant, on pourra l'utiliser. Par contre, l'autre extincteur, lui, il est déjà sous pression. Il suffit de dégoupiller et ensuite de contrôler le débit. Et aussi, un autre détail au niveau de l'extincteur à pression auxiliaire, il n'y a pas de manomètre pour nous indiquer déjà le contenu de l'agent extincteur. Et lui, ce qui fait sa particularité, c'est la présence d'un sparklet. Le sparklet, déjà, qui est l'agent propulseur déjà de l'agent extincteur qui est à l'intérieur. Et ensuite, il faut contrôler maintenant le débit maintenant par le 7, qui est le contrôleur du débit.
alors que l'extincteur à pression permanente, il est comme tout autre. On dégoupille tout simplement et on percute. Et donc, accompagné de ces deux extincteurs-là, voici un autre type d'extincteur qui est à pression permanente, parce qu'on a dit on a deux types d'extincteurs, sauf que celui-là, il y a une particularité, on a la présence d'un tromblon. Voilà, un tromblon qui est là, au bout même du tuyau. Lui, généralement, on le voit généralement au niveau des salles électriques sur les sites, parce que le contenu même du CO2 déjà est aussi peu exposé à l'utilisateur à un risque de brûlure de moins 70 degrés. Donc, ça fait qu'on met un tromblon et pendant la manipulation, c'est le même principe parce que c'est un extincteur à pression permanent. Donc, une fois qu'on a dégoupillé, naturellement, on pourra l'utiliser sans souci. Mais c'est de s'arranger à ce que le tromblon même ne nous touche pas parce qu'on peut faire cas donc d'une brûlure de moins 70 degrés. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut pouvoir maîtriser sur un extincteur? Le plus important pour nous en tant qu'HSE, c'est d'assurer la suivi même de l'appareil. Donc, l'extincteur, déjà, on a le différents types. On va voir déjà sur la bouteille une étiquette qui est collée qui nous donne l'information même sur la quantité de l'extincteur. Soit c'est un extincteur de 16 kg, voire plus que ça, soit 9 kg, ou à 12 kilos, voire le 6 kilos et voire encore le 3 kilos qui est un extincteur pour les véhicules. Donc, c'est en fonction du kilogramme de l'extincteur qu'on peut juger même la durée de son extinction. Alors, aussi, une autre précision nous montre aussi le contenu qui est l'agent extincteur. Donc, c'est un agent extincteur qui est constitué d'eau, ou encore d'eau plus additif, ou encore de la mousse, ou encore de la poudre. Si c'est un extincteur polyvalent, naturellement, on mettra les différentes classes de feu qu'il est habilité à éteindre. Ici, dans le cas, on voit extincteur à poudre A, B, C, c'est-à-dire il peut lutter contre les feux de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C. Donc, l'homologation, ici, ce qu'on voit ici, c'est que ici, il peut lutter contre 55 kg, c'est-à-dire des feux de classe A, sachant que les feux de classe A, on a dit que ce sont les feux, voilà, dorés, ce sont les feux donc quoi, solides ou liquides. Donc, alors que ici, les feux de classe B, ce sont les liquides inflammables. Donc, il peut lutter contre 233 litres de liquide inflammable et les feux de classe C. Donc, voilà, l'homologation déjà va nous permettre de montrer la quantité que l'extincteur est amené à éteindre par classe de feu. Donc, le mode d'emploi, la prescription, le nom du fabricant, ce sont les éléments aussi qu'on peut avoir. Alors, donc, cet élément n'est pas forcément important parce que ça dépend déjà des réglementations. Alors, le mode d'emploi de l'extincteur, c'est aussi simple. Il faut dégoupiller tout simplement, c'est-à-dire enlever le scellé et percuter prudemment. Voilà, c'est de ne travailler à ne pas laisser la tête au-dessus de l'extincteur parce que c'est une bouteille comme toute autre qui peut exploser. Donc, lorsqu'on dégoupille et lorsqu'on vise la source, il ne faut jamais garder la tête trop sur l'extincteur parce que on va voir devant, d'autres facteurs peuvent entraîner même à ce que l'extincteur lui-même s'explose. Donc, il faut faire très attention à la manipulation de l'extincteur. Dans le cas où vous voyez que il a pris déjà le percuteur vers le bas. Donc ici, on fait cas à un extincteur à pression auxiliaire parce qu'on voit l'absence même de manomètre. Donc ici, lorsqu'il dégoupille, il est obligé déjà de mettre sous pression d'abord avant de pouvoir percuter en toute sécurité. Donc voici un exemple de démonstration déjà qui sont faites dans ce cas de figure. Et donc, voici donc une vidéo qui illustre vraiment les conséquences aussi liées à l'utilisation. Lorsque
la méthode d'entretien est négligée. Donc, c'est un extincteur comme tout autre, comme je l'avais signifié. C'est une bouteille. Il peut exposer même l'utilisateur, c'est-à-dire on veut l'utiliser pour lutter contre un début de feu, mais il peut aussi nous exposer lorsque le b.a.-ba n'est pas fait. Et donc, comment nous on va faire maintenant pour éviter, c'est le suivi des extincteurs. Naturellement, on va sur notre site mener sur une période bien définie, l'inspection de nos extincteurs, c'est-à-dire on va regarder le manomètre, quelle est l'information que le manomètre nous dit, est-ce qu'il est sous pression, s'il est sous pression, ça signifie que l'agent extincteur à l'intérieur est soit en quantité insuffisante ou il y a un problème. S'il est sous pression, ça signifie que déjà, pour toute utilisation, il peut aussi s'exploser. Et donc, s'il est à pression normale, est-ce que le flexible est carrément désobstrué? Voici tous les détails que nous allons prendre en compte dans l'inspection pour que, sachant que l'incendie, ça qui n'arrive pas tout le temps, mais lorsqu'il arrive, on soit préparé, disposé à pouvoir éviter sa propagation. Alors donc, lorsqu'on utilise un extincteur, on avait dit que le principe d'extinction répond déjà aux différentes classes donc, de feu. Et à chaque classe de feu répond aussi l'agent extincteur. Alors donc, pour lutter contre le feu, on attaque le feu déjà à dos au vent pour que lorsqu'on percute, le vent même puisse prendre l'agent extincteur pour sur la source même du feu pour éviter donc sa propagation. Alors, en fonction de l'agent extincteur, il y a la distance à pouvoir respecter. Et donc, lorsque l'agent extincteur est constitué déjà d'eau pulvérisée, on a une distance d'attaque de feu de 3 à 4 mètres. Donc, lorsque l'agent extincteur constitue donc d'eau pulvérisée, une distance d'attaque de feu donc de 3 à 2 mètres, c'est-à-dire toujours en faisant d'eau au vent pour que lorsqu'on percute, le vent même puisse propulser l'agent extincteur pour pouvoir éteindre le feu. Quand on sait que les agents extincteurs répondent par deux principes, soit le principe de refroidissement qui est le cas de l'eau, ou soit le principe donc d'étouffement. Alors, lorsque l'agent extincteur constitué d'eau plus additif, on a une distance d'attaque de feu de 3 à 4 mètres, c'est-à-dire l'homme peut être beaucoup plus éloigné même pour pouvoir éteindre le feu. Donc, pour dire que cet agent extincteur, comme il y a l'additif permet d'accentuer même l'extinction du feu. Et lorsque l'extincteur est constitué à ou encore A comme agent extincteur, voilà, une poudre BC ou encore polyvalente, la distance d'attaque de feu peut être donc de 4 mètres ou de 3 mètres. Voilà, donc ici aussi, on est beaucoup plus éloigné et ça évite même l'exposition de l'homme face à la source de l'incendie. Et lorsque l'extincteur constitué donc de CO2, là, la distance d'attaque de feu est de 1 mètre. Donc, on dit que l'homme est trop exposé même au feu. Donc, on voit bien et ça vient confirmer que à chaque type de feu répond le principe d'extinction. Donc, plus on utilise le bon agent extincteur, et mieux l'homme même s'expose moins à la lutte en respectant une bonne distance d'attaque de feu. Alors donc, quelles sont les particularités? Donc, pour attaquer le feu déjà par écoulement, il faut faire quoi? Il faut commencer à la source et remonter vers la surface. Parce que nous, les principes de la prévention nous disent déjà qu'il faut aller à la source même du risque. Parce que lorsqu'on attaque la source, naturellement, le feu même va s'éteindre. Par contre, quand on va aux abords même, naturellement, tant que la source est toujours active, le feu va toujours continuer. Alors donc, pour les différents kilogrammes ou litres d'extincteur, comme on l'avait vu précédemment, il y a la durée minimale de fonctionnement. Donc, pour dire que lorsque l'agent extincteur est constitué de 3 kg d'agent extincteur, par exemple, la durée minimale de fonctionnement, c'est de 6 secondes. Donc, vous imaginez que lorsque, par exemple, vous utilisez les petits extincteurs des véhicules, là, vous avez une durée minimale de 6 secondes avant que l'agent extincteur ne s'épuise, avant que l'agent extincteur ne finisse. Et lorsque l'agent extincteur est constitué pour tout extincteur, dont l'agent extincteur est constitué donc de ou encore vaut, est entre 3 et 6 kg, on a 9 secondes pour épuiser le contenu. Et lorsqu'il est entre 6 et 10
On a 12 secondes. Et lorsqu'il est supérieur à 10, c'est-à-dire les agents instincteurs ou les instincteurs qui sont supérieurs à 10 kg, c'est-à-dire les 12 kg, les 16 kg, on a au moins minimum 15 secondes afin d'épuiser l'agent instincteur, c'est-à-dire le contenu. C'est-à-dire on pourrait utiliser, mais si le feu tarde à s'éteindre, l'agent instincteur même va finir. Alors, quelles sont les différentes difficultés qu'on rencontre avec les instincteurs? Quand on sait que l'incendie ne survient pas tous les jours, mais lorsqu'il survient, il surprend de 1, et si on n'est pas bien préparé, le début de feu va se transformer en incendie qui va entraîner beaucoup de dommages. Et donc, ce qu'on rencontre avec, c'est que généralement, un instincteur peut être placé dans un service, voire même 2 ans, sans que personne ne s'en souvienne, parce qu'on ne l'utilise pas tout le temps. Et donc, nous, à chercher sur le site où on opère, on va travailler à faire un suivi de ces instincteurs. Et ce suivi-là va consister déjà à faire soit un programme chaque 1 mois, par exemple, venir voir sur le manomètre, est-ce que l'aiguille indique la bonne indication, sinon il faut appeler le maintenancier, est-ce que la bouteille elle-même est en bon état, est-ce que l'instincteur il est accroché, est-ce que la zone autour de l'instincteur n'est pas obstruée, est-ce qu'on n'empêche pas la vue même de l'instincteur. Parce que vous allez aller dans beaucoup de services, ils ont un instincteur, soit ils vont prendre un tiroir ou un armoire, même venir fermer l'extincteur. Donc, lorsqu'il y a un début de feu, on ne sait même plus où on a mis l'extincteur. Donc, la méthode de suivi va permettre donc d'éviter tous ces éléments. Donc, l'extincteur il doit être clairement signalé dans un lieu accessible, dans les allées de circulation, environ 15 mètres entre chaque extincteur. Donc, toujours à portée de main, à une hauteur de la poignée de 1,50 mètres au maximum. Et donc, son accès aussi ne doit pas être encombré par des matériaux, marchandises même ou machines, pour que lorsque l'incendie lui-même survient, on puisse utiliser l'extincteur et lutter efficacement de façon appropriée en éteignant encore le feu. Donc, pour pouvoir l'utiliser en cas d'incendie, il ne doit pas être placé aussi trop près de ce qu'il protège. Sinon, naturellement, lui-même, il sera déjà dans l'incendie. Alors, donc, la maintenance peut se faire chaque 3 mois. Tout va dépendre déjà de l'organisation qui est sur votre site. Par exemple, chez nous, la surveillance au niveau des extincteurs, on le fait chaque mois. Chaque mois à notre niveau. Et ensuite, s'il y a le besoin, maintenant, on appelle le maintenancier qui viendra recharger sur le contenu. C'est-à-dire, pendant l'inspection, si on a jugé que tel extincteur, le manomètre nous montre qu'il est sous pression, ou encore il est sous pression, voilà, donc naturellement, on fera appel au maintenancier qui, lui, soit chaque 1 an, viendra recharger les extincteurs défaillants. Alors, donc, lorsque maintenant on n'arrive plus à lutter contre les débuts de feu, sachant que l'incendie, c'est tout feu qui peut survenir à n'importe quel moment, et lorsqu'il va échapper à notre contrôle, l'entreprise elle-même se prépare pour accueillir aussi l'incendie. C'est-à-dire, on se dit que il peut arriver que le début de feu survienne. Quand on met l'instincteur, on va lutter, on va former le personnel, etc. Sauf que, mais il peut arriver aussi que on n'arrive pas vraiment à contrôler ce début de feu-là et ça va passer d'un début de feu à l'apparition même d'un incendie. Et qu'est-ce qu'en entreprise maintenant, nous, on se prépare parce que pour pouvoir traiter un risque, on avait parlé dans la chaîne de la gestion des risques, il y a l'identification des risques. Ensuite, après l'identification, il y a l'analyse des risques. Après l'analyse des risques, il y a l'évaluation même des risques, c'est-à-dire on les donne une note en tenant compte de 2 paramètres, c'est-à-dire la gravité et la fréquence. Donc, après l'évaluation des risques maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant le traitement, comment vous allez traiter tout ce que vous avez évalué là. Et il y a 4 principes qu'on utilise pour pouvoir traiter un risque. Le premier principe déjà, c'est d'éviter le risque. Tout risque est évité, naturellement, vous n'allez plus le traiter. Le deuxième principe, c'est le principe d'atténuation qui vise donc à diminuer la gravité ou la probabilité d'occurrence de ces risques-là. Le troisième principe maintenant, ça va répondre donc au principe maintenant après 1, évitement, 2 déjà atténuation. Le troisième déjà principe maintenant va soit répondre déjà à la proposition maintenant de mesures pour pouvoir maintenant accompagner le risque, c'est-à-dire sa gestion. Et on va terminer maintenant par le principe donc de l'acceptation.
il y a des risques qu'on accepte. Et parmi ces risques-là, on a l'incendie parce que c'est un feu violent qui peut survenir à n'importe quel moment. Et donc, l'acceptation, il y a deux types d'acceptation. On a l'acceptation passive et l'acceptation active. Dans l'acceptation passive, plutôt actif, on se dit que l'incendie arrive, donc on se prépare, c'est-à-dire on va mettre les bouches à incendie, on va préparer toute une procédure pour que lorsque l'incendie survient même, on puisse le contrôler. Je rappelle toujours qu'on fait la différence entre le début de feu et l'incendie. Quand on sait que l'incendie, c'est un feu violent qui échappe sous le contrôle de l'homme. Alors que l'acceptation passive, c'est de se dire simplement que voilà, le feu va arriver, naturellement, on reste là, on ne fait rien. Donc, vous voyez? Donc, on a quatre types de traitements, comme je l'avais dit. Premier, éviter. Si on évite, on ne va plus le traiter. Le deuxième, l'atténuation, on va diminuer soit la gravité ou la probabilité d'occurrence. Le troisième, on peut transférer même le risque. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez l'assurance. L'assurance entre dans le cadre du transfert du risque. C'est-à-dire, je suis conscient que ma moto, mon véhicule peut faire un accident à n'importe quel moment. Donc, j'accepte. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller transférer ça à une structure, donc à une assurance, pour que si le risque survient, ils vont gérer et ils vont me rembourser. Et donc, la dernière étape, c'est l'acceptation, qu'elle soit passive ou active. Passif, maintenant, on va se dire que, bon, c'est Dieu, donc on observe, on met, mais on peut prendre aussi des petites dispositions. Par exemple, à la maison, la peinture qu'on va utiliser, il y a des peintures qui ne sont pas trop accepteurs de feu, qui empêchent même la propagation du feu. On va essayer de voir le matériel qu'on utilise pour la construction. Naturellement, voici des petits éléments. Par contre, l'acceptation déjà active, on va préparer des dispositifs pour que si l'incendie arrive, on puisse le contrôler. Donc, naturellement, on pourra voir sur les sites les RIA. Les RIA qui signifie robinet d'incendie armé. Dans les grandes institutions ou encore même dans les bâtiments publics, il y a ce qu'on appelle les RIA, les robinets d'incendie armés. Pour que même si les sapeurs-pompiers arrivent, ils savent où connecter aussi leur RIA pour pouvoir aussi avoir de l'eau à la source pour pouvoir lutter contre le feu. Donc, voici des méthodes d'acceptation active même de l'incendie. Donc, où on va avoir des dévidoirs, on va avoir aussi des volants de manœuvre, des haches pour pouvoir casser la vitre dans laquelle est contenu donc le RIA. Voici des dispositifs parce que dans la gestion des risques, on avait vu que lorsque les autorités ont commencé à comprendre que la sécurité même de la population est mise en évidence, eux-mêmes, ils sont rentrés en mettant des textes, des lois pour encadrer le domaine de l'entreprise. Et naturellement, à côté même du document unique d'évaluation des risques, l'autorité nous dit à toute entreprise dont les risques ou les sinistres peuvent arriver au vu de leur niveau de risque auquel ils sont exposés, de mettre ce qu'on en place le plan d'opération interne qui est le POI. C'est-à-dire qu'on accepte qu'un sinistre peut arriver à tout moment. Donc, on crée un document qu'on appelle le plan d'opération interne qui va préparer, scénariser par anticipation tous les risques et les sinistres qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Pour que si ces sinistres arrivent, l'entreprise déjà préparée objectivement par des entraînements, par des simulations, pour que si l'incendie arrive, ils savent comment, qui doit jouer quel rôle pour pouvoir contenir cet incendie. Donc, c'est dans ce sens-là que ces mesures-là interviennent. Donc, et lorsque maintenant l'organisation interne de l'entreprise, à travers son plan d'opération interne, voit l'échec, n'arrive pas à contenir l'incident, c'est-à-dire peut être un incendie qui est très violent, où ça échappe même sous le contrôle, l'entreprise même ne peut pas le contrôler. Vous allez voir que naturellement, l'autorité encore crée encore cette base-là qu'on appelle le PPI, qui est le plan particulier d'intervention. Là, eux-mêmes, maintenant, ils viennent aider l'entreprise en fonction des populations environnantes à pouvoir contenir ce sinistre. C'est-à-dire, il peut y avoir une explosion majeure, il peut y avoir un incendie majeur, il peut y avoir un éboulement. Il y a beaucoup de choses, de sinistres qui peuvent survenir. Alors donc, on a le robinet d'incendie armé à travers tous ces composants qu'on a vus ici. Le plus important, ce n'est pas de connaître tous ces éléments, mais c'est de pouvoir, parce que le HSE, ce n'est pas le technicien dans tous les domaines, mais c'est celui-là qui sait où trouver les techniciens et c'est celui-là qui sait les rassembler pour qu'ensemble, ils puissent se mettre ensemble pour travailler de façon sécurité à protéger les ouvriers.
Donc, le choix de tous ces détails-là, je rappelle que vous aurez le support, donc la vérification des entretiens, des RIA, tout dépend parce que on se prépare toujours, on se dit que le risque peut arriver à tout moment. Chez nous, on le fait chaque mois aussi, les RIA, les instincteurs, on fait des méthodes d'inspection, on fait des simulations où on crée même un début de feu et on voit le comportement des travailleurs. On voit est-ce que nos RIA, nos robinets d'incendie armés marchent à tout moment pour que si l'incendie même arrive, on soit préparé efficacement. Donc, on a les extincteurs de roue, comme on avait vu aussi précédemment. Les dangers non encore des fumées, chose qu'on avait vu aussi précédemment, pour dire que s'il y a un feu, on a forcément dégagement de CO2. Donc, naturellement, les frais se trouvent en bas. Il faut rapprocher la tête en se baissant pour trouver les frais. Alors, donc, l'évacuation spécifique, donc, on a ce plan-là aussi qu'on met en entreprise à travers un programme, c'est-à-dire, on va mettre l'alarme et lorsque l'alarme va retentir, on va former à travers l'induction pour montrer aux gens que si vous entendez l'alarme, ça signifie qu'il y a un problème. Il faut fuir, revenir carrément vers au point de rassemblement. Le point de rassemblement déjà nous permet de faire un bilan de tous les travailleurs. Chacun permet de voir est-ce que son voisin est là. Si on a oublié des personnes, il y a ceux qu'on a formés dans le cadre de notre plan d'opération interne qu'on appelle les guides fils et les serre-fils. Les guides fils, c'est ceux-là qui sont en première ligne de défense. C'est ceux-là qui, lorsqu'il y a un sinistre, un incendie majeur, ils courent pour aller vers le bureau. Pour dire sortez, 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 revenez au point de rassemblement. Il y a un incident, il y a un incident ou encore il y a un incendie, il y a un sinistre. Allez aussi au point de rassemblement. Il invite tout le monde à le suivre. Et les sans-fils, c'est ceux-là qui passent en dernière ligne de défense. Eux, ils vont passer pour voir est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un. Quelqu'un peut rester coincé dans les toilettes et il sort, le guide fil est déjà passé. Lui, il passe en dernière ligne de défense, tout simplement pour éviter que les ressources humaines même soient exposées. Donc, naturellement, il y aura soit le klaxon. On va montrer aux gens si le klaxon arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Les issues de secours, le plus important, comme on l'avait vu précédemment en entreprise, le plus important pour nous, c'est de connaître l'interprétation des codes de couleur. Donc, le bleu qui signifie un panneau d'obligation, le jaune, un panneau d'avertissement, le rouge, panneau d'interdiction, et le vert, c'est un panneau d'urgence de premier secours. Donc, partout, on va voir les issues de secours. Voici à quoi on doit pouvoir, voici c'est ici qu'il faut passer lorsqu'il y a une urgence. Des points de rassemblement qui vont se matérialiser par là, qui est le point où, lorsqu'il y a un sinistre, où tous les potentiel où les travailleurs peuvent se rassembler afin de faire le décompte pour voir si on n'a pas oublié quelqu'un. Alors donc, lorsqu'un incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais utiliser un instinct, il ne faut jamais utiliser un ascenseur parce que le courant, s'il y a un incendie, naturellement, le courant va s'éteindre. Et si le courant s'éteint, vous allez rester bloqué. Si vous restez bloqué, la fumée, naturellement, va vous tuer parce que le CO2 va être votre poumon, système respiratoire va absorber le CO ou le CO2 qui est très nocif pour l'homme. Alors donc, voici une vidéo qu'on va aussi observer. Je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à les poser. Alors donc, on va réobserver encore le... Est-ce que quelqu'un qui peut me dire ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché ici dans cette vidéo-là? Alors, la parole vous est adressée. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo-là? Alors donc, si vous m'écoutez, merci de signaler que vous me suivez.
Sinon, quel est le constat qu'on peut faire de cette vidéo? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, Monsieur Salif, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Salif. Oui, excusez-moi du bruit, hein. Voilà. Si je regarde dans cette vidéo, Allez-y, on vous reçoit. oui, je dis selon moi, dans cette vidéo, je peux dire d'abord, il y a deux constats que j'ai remarqués. OK. Et bon, trois. C'est d'abord le temps de réaction. Et est-ce que l'extincteur qu'on a utilisé, c'est un extincteur approprié pour la classe de feu? C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Est-ce que c'est l'extincteur? C'est comme si c'est un extincteur à eau additif. Maintenant, il y a aussi le dernier élément aussi que j'ai constaté, c'est le mode d'utilisation. Est-ce que l'endroit qu'on a essayé d'éteindre, est-ce que on n'a pas pris, on n'a pas mis ça ailleurs que là où il y a la source? Voilà, c'est ce que j'ai pu constater. Merci, Monsieur Salif. C'est absolument ça. Est-ce qu'on a un autre regard? Est-ce qu'on a un autre regard? Alors, donc, c'est essentiellement ça. Déjà, le premier constat, c'est que, voilà, ils ont mis du temps même à aller trouver l'instincteur. Donc, ils ne savent plus, ils ont mis l'instincteur. Quand on sait que le feu, il y a une période que le feu suit, c'est-à-dire à la phase de combustion, c'est-à-dire le triangle de feu se compose et ensuite le feu apparaît, la flamme. Et ensuite, il y a la phase maintenant de croissance même du feu. On va parler d'embrasement. Donc, naturellement, ça se fait dans l'immédiat. C'est-à-dire, après qu'il soit allumé, la phase d'embrasement va passer au nombre de 1 à 10, à environ 5 minutes. Et lorsque le feu s'est embrasé, il y a la phase même de croissance encore pour atteindre un certain niveau. Et lorsqu'il atteint un certain niveau, c'est-à-dire il a fait beaucoup de dégâts. Et enfin, il y a la phase de décroissance. C'est-à-dire, dans la phase de décroissance, c'est à deux niveaux. Il peut être en décroissance où il s'éteint, il peut être en décroissance où il s'est assombri, mais il attend un petit truc encore pour le réanimer. Et donc, le temps même pour eux déjà d'aller chercher l'extincteur, naturellement, le feu déjà est dans cette phase d'embrasement. Et deuxièmement, ils arrivent, l'extincteur 1 n'est pas adapté et ça me permet déjà de poser une question. Ici, on fait face à quelle classe de feu? Alors ici, on fait face à quelle classe de feu? Allez-y, monsieur Salif. Je pense qu'à niveau, il y a je peux dire qu'il y a plusieurs classes de feu combinées. Déjà, il y a la classe 2, il y a la classe de type B qui est réservée aux hydrocarbures. Et il y a la D'accord. classe de type C, réservée au gaz. Parce qu'à l'intérieur du véhicule, il y a le gaz aussi. Voilà. Et puis, il y a la classe de type D pour les métals. Parce que, comme on le sait, c'est composé de métal. Voilà, je peux dire qu'il y a les trois types de classes qui sont réunis ici. Donc, l'extincteur Merci, monsieur approprié, c'était Salif. l'extincteur. OK, merci. L'extincteur approprié, ça allait être quel type d'extincteur? Bon, l'extincteur à poudre, c'était Extincteur l'extincteur à à poudre, poudre pour l'étouffement. c'est J'allais ça. utiliser ce type. Comme ça permet au moins
d'englober le tout. Je C'est ça. pense que c'est assez peu. Merci. Merci, Monsieur Salif. Donc, merci en tout cas pour... Ça montre qu'il y a beaucoup de concentration et de suivi. Déjà, même que le module n'est pas encore partagé, si on arrive vraiment à garder l'essentiel, c'est le plus important. Donc, déjà ici, la classe de feu, déjà, on sait que déjà, quand on voit l'origine même des flammes, c'est qu'il y a une fuite au niveau donc, de l'essence ou du gasoil. On peut parler donc de feu de classe B. Mais après, on a le combustible lui-même qui est là, donc on pourrait aussi parler donc, de feu de classe B et de feu de classe A et les feux de métaux parce que le véhicule lui-même il est constitué aussi d'un métal. Donc pour ce type de feu-là, il faut utiliser un extincteur polyvalent à poudre ABC. Alors donc, je rappelle toujours que s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Alors donc, lorsque il y a un incendie où quelqu'un déjà est déjà ressent la flamme sur lui, le plus important déjà, c'est de plaquer la victime au sol. Pourquoi plaquer la victime au sol? Parce que déjà, lorsqu'on a le feu sur soi, on ne sait plus où on va. Voilà, on est désorienté, ça permet déjà de courir dans tous les sens. Et quand on court dans tous les sens, on est beaucoup plus encore exposé même encore à d'autres risques. Pour dire qu'on peut trébucher, on peut chuter, on peut même se blesser, etc., etc. Donc, le plus important, c'est de ne pas rechercher autre chose. La première action à mener, c'est de contenir la personne et de le plaquer au sol. Ensuite, maintenant, c'est de répondre au principe là qu'on disait, c'est-à-dire soit par étouffement ou soit par refroidissement. C'est-à-dire soit verser une grande quantité d'eau sur la personne ou encore, à défaut, utiliser soit un vêtement qu'il soit mouillé ou sec, mais qui pourra vraiment étouffer le feu. Alors donc, pour des véhicules, lorsque pendant que nous sommes en circulation, on a un début de feu qui apparaît. Le plus important déjà, c'est de ne pas ouvrir le capot si la fumée déjà commence déjà dans le capot. Parce qu'en ouvrant le capot, qu'est-ce qui va apparaître? On a parlé du triangle de feu. Donc le comburant. Donc, une fois qu'on ouvre le capot, l'air commence déjà à se manifester. Automatiquement, ça va réanimer déjà le feu. Donc, on n'ouvre pas le capot. Et si le capot est ouvert, absent, étouffer les flammes. Ça répond toujours à ce même principe. Alors, lorsqu'on fait cas à des feux d'origine électrique, il faut couper la source. Donc, plus on coupe la source, et mieux déjà on travaille à contenir le feu. Alors, donc, pour une bouteille de gaz aussi, il faut toujours se référer aussi à la source. Donc, lorsque déjà on est à la source, naturellement aussi, donc le feu aussi pourra aussi s'éteindre. Et donc, ça, c'est une vidéo déjà qu'on avait vue précédemment dans deux contextes différents, entre deux ouvriers, et comment chacun a lutté déjà pour pouvoir contenir le début de feu. Donc, on va le regarder aussi très rapidement. Alors, donc, deuxième autre réalité. Alors, donc, ici, on voit deux contextes différents sauf que dans l'un, on a des employés qui sont formés déjà à lutter contre le début de feu. Et dans l'autre cas, les employés ne sont pas formés. Et quand on sait que la réparation même coûte cher que la prévention. Donc, naturellement, nous, HSO, on interviendra toujours dans un plan de prévention.
Alors donc, lorsque ce sont les feux de classe F, feux d'origine, feux de cuisson ou encore dit gras, c'est le même principe. On va couper le comburant naturellement. On ne va pas renverser de l'eau dans la casserole parce qu'en renversant de l'eau, l'eau est constituée de deux molécules. Donc, l'eau chimiquement qui est une formule de H2O est constituée de deux molécules. Voilà, la molécule non code d'hydrogène et la molécule de dioxygène. Donc, l'oxygène déjà qui est réactif non code à l'oxygène. Donc, naturellement, lorsqu'on met de l'eau dans une marmite en feu, donc dans la décomposition, l'oxygène viendra animer encore, réanimer le feu. Et donc, le plus important, c'est de couper le comburant. Et pour couper le comburant, c'est de prendre une fermeture, fermer déjà le couvercle par le couvercle. Et naturellement, une fois qu'on asphyxie le comburant, naturellement, il va s'éteindre. Et donc, lorsqu'on est dans une maison, le plus important, c'est de fermer tout passage. Parce qu'on sait que par convection, le feu, déjà par le flux d'oxygène, sera propagé. Et donc, c'est de limiter toutes les entrées possibles. Alors, donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup plus toujours dans le traitement actif, à côté même des RIA, des bouches à incendie. On met aujourd'hui ce qu'on appelle donc des méthodes d'extinction automatique. C'est-à-dire, on va relier même des grosses bonbonnes qui sont reliées automatiquement et avec une certaine chaleur, une quantité de chaleur exprimée, ils se détectent très rapidement et luttent sans l'intervention même humaine à pouvoir contenir déjà le feu, comme dans le cas de cette vidéo. Alors, donc, pour expliquer ce qui se passe dans cette vidéo, c'est que voilà, ils ont compris toujours dans leur traitement du risque qui est l'incendie, ils ont mis les détecteurs voilà, de feu, automatiques de feu. Donc, c'est un branchement déjà qui est fait à partir d'une source en fonction des zones sensibles et l'agent extincteur qui, lorsque déjà ces détecteurs-là ressentent une certaine quantité de chaleur, pour eux, c'est le feu qui survient et en même temps, ils sont automatisés et ils se déclenchent. Et donc, ici, c'est le restaurant, sauf que les gens sont venus manger et dans la démonstration, ils allumaient le feu. Et dans leur démonstration, ils ont oublié déjà qu'ils ont des détecteurs automatiques qui sont là. Automatiquement, ça s'est déclenché. Donc, ça permet aussi de montrer aussi que le système est toujours efficace. Donc, nous, en tant qu'HSE en entreprise, on va faire des périodes d'inspection de ces détecteurs-là pour voir s'ils marchent à tout moment et à tout temps. Donc, c'est une méthode aussi pour démontrer. Et aujourd'hui, parmi les 9 principes de la prévention, on nous dit de tenir compte de l'évolution de la science. Et on travaille déjà à limiter même l'exposition de l'homme au risque en mettant des méthodes, en réfléchissant avec cette évolution de la science-là pour que l'homme même n'utilise pas. On a vu les distances d'attaque du feu, 4 à 3 mètres à une certaine distance trop proche du feu, on peut nous-mêmes s'exposer. Mais aujourd'hui, beaucoup travaillent à contenir même cette exposition-là, de sorte à mettre même des boules à une certaine distance pour, comme le cas donc, dans cette vidéo.
Alors, donc, on travaille toujours déjà à remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux. Et donc, nous sommes au thème de ce module en ce qui concerne la lutte contre les instincteurs. Alors, donc, c'est vrai que c'est une formation qui est en ligne. Pour les séances prochaines, peut-être, ou encore pour ceux qui sont présentiels, on pourra me faire la démonstration avec l'instincteur de façon pratique. Après, on pourra mettre des vidéos même à votre disposition. Et donc, s'il y a des questions, je suis donc disposé à écouter ces questions avant de pouvoir poursuivre. Donc, vous avez la parole. Alors, Monsieur Laurent, la parole. Monsieur Bado, pour la clarté de la présentation. Ma question se situe au niveau des classes de feu. Vous avez parlé vous avez dit qu'il y a 4 types de feux, notamment la classe A qui concerne les matériaux solides, la classe B qui concerne les feux d'hydrocarbures, la classe C qui concerne les combustibles gazeux et la classe D qui concerne les feux de métaux. Et vous avez parlé des feux de classe E et F. Dans la classe E, la concerne les feux d'origine électrique, c'est ça. Maintenant, quel type d'extincteur doit-on utiliser pour un feu d'origine électrique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que les extincteurs ont des délais de péremption? Merci, M. Ballot. Alors, donc, merci, Monsieur Laurent. Très, très bonne question encore, qui permet vraiment d'éclairer voilà, la lanterne de tout le monde. Alors, donc, pour revenir déjà aux classes d'origine électrique, conventionnellement parlant, il y a 4 types. Il y a 2 classes qui sont déclassifiées, donc notamment les feux de classe E et F. Les feux de classe E d'origine électrique, l'extincteur habilité, généralement sur les sites, ce sont des extincteurs à CO2. Voilà, des extincteurs à CO2 parce que on utilise l'extincteur à CO2 pour les armoires électriques. C'est celui présenté avec le tromblon. Voilà, ça permet déjà de récupérer même le système qui est mis en place sans toutefois dommage, voilà, créer un dommage à l'équipement. Donc, pour la plupart des armoires électriques, vous allez voir, c'est l'extincteur à CO2 qu'on utilise. Parce qu'on peut utiliser, on peut récupérer l'appareil même pour les salles de branchement informatique. C'est cet extincteur aussi qu'on va utiliser. Au pire des cas, on va utiliser l'extincteur à poudre. Sinon, le CO2 est le plus recommandé. L'extincteur à poudre, c'est généralement le plus polyvalent de tous les extincteurs. Par contre, sur les sites, ça me permet aussi d'approfondir la question. La plupart des sites, aujourd'hui, avant, vous allez voir, on prend un seul extincteur, une seule bouteille qui lutte contre une seule classe de feu. Mais si nous, en tant que chercheurs, nous sommes amenés à faire l'identification de nos risques, il arrive que sur nos sites, il y a des citernes d'essence, etc., de gasoil. Donc, on voit les zones vraiment qui sont très sensibles, qui peuvent entraîner la survenue d'un risque. Donc, dans la cartographie de ce risque d'incendie, on va voir que, par exemple, pour les armoires électriques, il faut mettre un extincteur à CO2 pour lorsqu'on a au niveau des citernes, par exemple, de gasoil, d'essence, il faut peut-être mettre tel extincteur. Mais aujourd'hui, on a travaillé à créer ce qu'on appelle les extincteurs polyvalents. Ils luttent à la fois pour les feux de classe A, B et C parce que ça permet de faciliter, accentuer même le plan de prévention. Si vous imaginez, par exemple, vous utilisez un extincteur de classe uniquement de classe B et pendant l'utilisation, ça finit. Sur votre site, vous n'avez plus d'autres extincteurs. Par contre, l'extincteur polyvalent est beaucoup plus adapté et ça permet de renforcer même cette lutte-là contre l'incendie. Donc, voici un peu à quoi répond à la première question. Alors donc, pour la deuxième question, voilà, pour la deuxième question, merci de me rappeler, je suis un peu,
Je ne sais pas si j'ai omis la deuxième question. Voilà, la deuxième question, je demandais si est-ce que les extincteurs ont des délais de péremption. Voilà, merci. Merci. Alors, au niveau des instincteurs, ils n'ont pas de délai de péremption. Parce que l'instincteur, déjà, c'est toute bouteille là. Le plus important pour nous, c'est l'agent instincteur qui est à l'intérieur. Donc, la bouteille, même en elle-même, n'a pas de durée de vie. Elle peut faire 5 ans, elle peut faire 10 ans. Maintenant, nous, on va se dire que peut-être après 10 ans, il faut déclasser même ces bouteilles-là. C'est comme même, vous prenez la Sonabi, vous prenez les entreprises, même des bouteilles de gaz, ils donnent une durée de vie à chaque bouteille. Il y a des soit, avant de le reconditionner, soit on déclasse certaines bouteilles parce qu'ils vont s'user dans l'utilisation, etc., etc. Donc, au niveau des instincteurs, elle n'a pas de durée de vie. Mais chaque entreprise peut décider, par exemple, à 10 années, on déclasse tous nos instincteurs. Par contre, ce qui a une durée de vie, c'est l'agent instincteur qui est à l'intérieur. La raison pour laquelle c'est recommandé, comme on n'utilise pas les instincteurs à tout moment, au moins chaque 1 an, il faut appeler les maintenanciers, c'est-à-dire la structure qui vient recharger l'agent instincteur à venir faire leur inspection. Mais avant ça, nous aussi, en tant qu'HSO, on fera notre inspection sur voir le manomètre, voir les différents détails, l'aspect de la bouteille, etc. Pour que si on voit que l'instincteur il est sous pression, ça signifie peut-être que l'agent instincteur soit se solidifié. Si c'est une poutre, il se solidifie, on ne peut plus l'utiliser. Si c'est de l'eau, peut-être qu'il y a un problème, etc., etc. S'il est sous pression, ça signifie aussi qu'on peut s'exposer. Donc, pour l'agent instincteur à l'intérieur, il peut y avoir des problèmes qui vont nous entraîner à pouvoir le remplacer. Donc, voici un peu à quoi répondre à cette question. Alors, donc, merci, Monsieur Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, allez-y, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Merci. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, vu que les contraintes là. Maintenant, j'avais plusieurs questions. La première Allez-y. question, si on peut revenir un autre jour sur les équipements de protection, surtout le travail en hauteur, l'utilisation de Harnais. l'année de protection, l'année de suspension là, si on veut OK, travailler en hauteur. OK. Voilà. Si on avait un prototype pour montrer comment l'utiliser, ça serait bien. Aussi, la OK. manipulation de l'extinction. Parce que comme vous l'avez dit, vraiment, il faut un cas pratique pour qu'au moins, pour qu'on évite les risques d'explosion. C'est Voilà. ça. Merci. Alors, merci, monsieur Sawadogo. C'est très, très important. Monsieur C'est Salif, Salut. voilà, monsieur Salif Ouedraogo. Merci. C'est Mm. très, très important. Donc, pour la démonstration du harnais, quand la formation se veut pratique, on fait la démonstration. Donc, je pourrais même vous envoyer certaines photos après dans le groupe. Vous allez voir avec les superviseurs qu'on forme. Là-bas, c'est beaucoup plus complet. Voilà. Maintenant, on pourra aussi vous envoyer une vidéo pratique même de la démonstration aussi du port du harnais. Maintenant, pour ce qui concerne l'utilisation aussi de l'instincteur, on pourra aussi vous envoyer une vidéo pratique mais qui montre comment utiliser l'instincteur. Il faut dégroupiller, percuter en visant la source, tout simplement. Donc, ces choses-là pourront, voilà. Après le cours, je vais m'arranger à les mettre à votre disposition. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Naturellement, pour ce coup, il fallait qu'on discute déjà de la lutte contre l'incendie et le sécurisme. Voilà, sauf que déjà, le sécurisme, déjà, ça se veut pratique. Mais le plus important pour nous, en ce qui nous concerne en tant qu'HSE, le plus important déjà, ce n'est pas vraiment de pouvoir maîtriser tous ces aspects-là, mais c'est d'éviter au pire des cas ce qui peut arriver lorsque quelqu'un s'effondre. Donc, on pourra très rapidement surfer les vidéos si vous êtes envoyées. Alors, donc, le plus important, comme je l'ai dit là, c'est que lorsqu'on est sur un site, quelles sont les bases qu'on peut montrer? Parce qu'en tant qu'HSE, le plus important, c'est si on a cette aptitude-là de pouvoir donner avec tout le contenu qu'il faut, ou soit déjà appeler ce qu'il faut déjà
pour venir faire la formation à tous les travailleurs à une certaine fréquence. Donc, ce module-là sera mis aussi à votre disposition. Donc, l'objectif, c'est de protéger la victime, alerter, voir comment on alerte les secours et empêcher même l'aggravation de l'état. Donc, c'est le plus important ici. Donc, on répond toujours déjà par le même principe. Voilà, on va aller peut-être très, très rapidement sur l'essentiel à retenir. Le reste, tout vous sera déjà envoyé avec donc, les éléments les plus importants. Et donc, dans le secourisme, elle intervient au niveau de la protection. La protection, déjà, c'est tout dispositif qu'on met en place donc, pour diminuer la gravité, mais pas pour éviter. Donc, quand on parle de protection, c'est-à-dire le risque, il est déjà là. Mais comment on va travailler à diminuer la gravité de l'exposition? Donc, le secourisme intervient dans ce contexte-là. C'est-à-dire, s'il y a un accident, s'il y a un sinistre qui survient, comment est-ce qu'on peut diminuer même les conséquences? C'est-à-dire, si la victime elle est consciente, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle est inconsciente aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment aussi appeler même les autorités compétentes, voilà, de façon très réactive pour pouvoir les diligenter au mieux afin de pouvoir mieux secourir la personne déjà qui est exposée. Donc, dans la protection, déjà, il y a le danger déjà qu'on contrôle, c'est-à-dire on va supprimer immédiatement de façon permanente le danger, c'est-à-dire soit on va baliser le danger, ou soit, comme on avait vu, les méthodes de protection collective, soit l'éloignement, ou encore les rambardes de sécurité, l'atténuation, ou encore au niveau même de la source. Donc, dans ce cas de figure, soit on va éliminer, c'est-à-dire en mettant forcément en même temps des gestes pour pouvoir contenir la santé du travail. Dans le cas contraire, on va délimiter une zone pour empêcher déjà toute intrusion, comme en circulation. Lorsqu'on a un accident, qu'est-ce qu'on peut prendre les feuilles à défaut des cônes pour déjà baliser. S'il y a la possibilité de dégager déjà la victime dans cette zone, on le fait. Et ensuite, maintenant, voir dans quelle mesure, si on a l'habilitation nécessaire, comment est-ce qu'on peut appeler qui de droit, ou soit commencer les gestes de premier secours avant que les personnes compétentes viendront intervenir. Donc, le plus important ici, c'est de connaître. Donc, pour ce faire, la lettre. Quand on parle de la lettre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par la lettre? Donc, on a plusieurs moyens d'appel. Naturellement, les sapeurs-pompiers, la police, secours, les urgences médicaux, et tout va dépendre aussi des réalités de votre terrain. Donc, c'est même une formation qui se veut professionnelle dans le cadre professionnel, mais qui soit aussi du cadre professionnel. Dans le cadre professionnel, il peut y avoir certaines restrictions où l'entreprise elle-même a ses moyens même personnels à elle. Vous prenez en mine dans certaines entreprises qui sont très organisées, où il y a une infirmerie qui est sur place, il y a des numéros d'urgence même sur place, il y a une ambulance qui est sur place. Donc, lorsque des cas interviennent, pour ces cas de figure-là, il faut une certaine sensibilité dans la mise en place des actions. Par contre, lorsque on est dans toute autre entreprise, si la procédure nous permet vraiment d'appeler les sapeurs-pompiers, on va le faire. Mais en entreprise, il faut regarder avec un autre regard. Tout dépend de l'organisation de l'entreprise. Et surtout dans le cas du POI, comme je l'avais dit, le plan d'opération interne. Ils vont essayer déjà de contenir. C'est si ça dépasse les forces qu'ils vont décider. Et là, c'est le DG, parce que dans le POI, on définit qui doit faire quoi à tout moment. Alors donc, quel est le message d'alerte? Comment déjà appeler les pompiers? Parce que la réactivité de leur intervention aussi va dépendre aussi de l'efficacité de notre appel. Donc, lorsqu'on appelle déjà les pompiers, on commence déjà par le numéro. Ensuite, lorsqu'ils décrochent déjà, soit on va commencer par la présentation. Et après, en même temps dans la présentation, il faut commencer par les exposer la nature du problème. Ensuite, après la nature du problème, la localisation du site où la victime est située. Ensuite, après ça, la victime se trouve dans quel état? Après ça, soit eux-mêmes, ils vont vous demander si vous avez l'habilitation pour effectuer les gestes de premier secours, soit la pose de garrot, ou encore le PLS, ou encore soit le massage cardiaque, ou encore le bouche à bouche. Et après ça, la mesure prise, il faut indiquer s'il y a d'autres victimes qui sont là parce que pour qu'eux aussi ils arrivent à se préparer pour mieux accentuer leur intervention. Et s'il y a d'autres risques potentiels auxquels le sinistré même est exposé, il faut
faire intervenir ces cas-là. Alors donc, bonjour monsieur, vous appelez par exemple un numéro de sapeur-pompier. Alors bonjour monsieur, je me présente, je suis monsieur Bado. Alors je fais cas d'un accident de circulation où la victime perd beaucoup de sang. Alors elle a une déchirure au niveau de l'avant-bras par exemple. Nous sommes situés vers le parc Bangréogo au niveau de la station Total sur la RN3. Alors, donc, la victime se trouve dans un état critique, soit elle est inconsciente ou elle est consciente. Parce que si elle est consciente, on vous dira qu'est-ce qu'il faut faire. Ou si elle est consciente, on vous dira aussi qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, les mesures prises, si vous connaissez, on va vous dire déjà, voici ce qu'il faut faire dans un premier instant. Dans le cas contraire, on va vous guider en attendant. Si elle est inconsciente, on va vous dire naturellement, si elle est inconsciente, il faut commencer déjà par le massage cardiaque ou encore par le bouche à bouche pour faire une insufflation dans le but déjà de réactiver déjà son cœur, voir déjà si son cœur bat ou pas. Alors que si elle est consciente, il va falloir déjà lui mettre en position latérale de sécurité pour éviter aussi que le liquide salivé déjà n'obstrue déjà sa voie respiratoire et même la langue aussi. Ensuite, il y a d'autres victimes maintenant et on va proposer. Donc, bonjour monsieur, je suis monsieur Bado, je suis situé, je fais cas à tel risque d'accident, voici, au niveau de l'avant-bras. Nous sommes situés là. La victime est inconsciente et présente tel signe, tel signe. Alors, donc, ils vont leur dire naturellement, il faut, si elle est inconsciente, il faut faire, voilà, insufflation, 2 insufflations, 30 massages cardiaques. Le temps qu'on arrive, si elle est consciente, ils vont nous dire, mettez-la en position latérale de sécurité. Alors, il y a aussi d'autres victimes aussi qui sont là, ou encore, elle est la seule victime. Maintenant, s'il y a d'autres risques auxquels aussi elle est exposée, vous pouvez aussi citer ces risques-là. Ça permet à eux déjà de mieux se préparer pour venir prendre ce cas-là à bras le corps. Alors, donc, lorsque la victime déjà s'étouffe, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout dépend, ça signifie que les voies aériennes déjà sont obstruées. Et donc, il y a 2 méthodes déjà pour pouvoir libérer déjà l'agent qui a obstrué les voies aériennes. Soit on va procéder par 5 claps, 5 claps au niveau donc des omoplates. Donc, on fait baisser la victime, on lui demande déjà de garder son calme. 5 claps déjà au niveau des omoplates permettra donc d'évacuer déjà l'agent déjà qui a obstrué ses voies aériennes. Dans le cas contraire, on peut faire une compression abdominale pour comprimer l'air au niveau des poumons afin de propulser l'agent voilà, qui est à l'intérieur. Donc, je rappelle que toutes ces vidéos seront mises à votre disposition. Donc, on va passer un peu plus vite et les différents détails seront mis à votre disposition. Alors, donc, si la victime saigne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il s'agit aussi soit d'une hémorragie. Dans ce cas de figure, soit on a 2 types d'hémorragie, qu'elles soient internes ou externes. Si elle est externe, c'est encore plus mieux parce qu'on voit déjà ce qui se passe. Donc, on pourra décider en fonction si la déchirure a lieu sur le pied, l'avant-bras, etc. Soit on va décider de faire la pose de garrot, c'est-à-dire prendre un dispositif pour pouvoir serrer les veines pour éviter même que le sang continue plutôt de s'écouler. Si c'est un endroit où on ne peut pas faire la pose de garrot, on va utiliser soit un torchon qui est assez propre pour pouvoir empêcher ou demander même à la victime même de prendre sa main pour pouvoir compresser le trou afin d'éviter qu'elle se libère de son sang. Par contre, si c'est une hémorragie interne, il va falloir déjà éviter de donner déjà de l'eau à la victime et appeler les pompiers le plus tôt possible. Alors donc, voici donc les cas déjà d'une compression lorsqu'il s'agit donc d'une hémorragie externe, soit la pose de garrot. Mais dans la procédure déjà de prise en compte déjà d'une victime, il faut éviter au mieux de rentrer en contact même avec le sang de la victime. Alors, donc, dans le deuxième cas, c'est que la victime est inconsciente, comme je l'avais dit, et respire. Si elle est inconsciente et elle respire, mais avant de vérifier cela, lorsqu'on fait face à une victime déjà qui est par terre, la première des questions déjà, c'est de se rapprocher de la victime, c'est de lui toucher la main et de lui poser des questions. Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous sentez ma main? Vous lui posez des questions pour voir vraiment s'il a tout son sens. Ça permet déjà de voir si la victime déjà parle, etc., si elle respire. À défaut de ça, si elle ne parle pas toujours, il y a cette méthode-là pour voir déjà si elle respire. Donc, on va prendre la tête, baisser la tête vers sa poitrine. En même temps, pencher la tête pour observer déjà son flux respiratoire. Donc, les oreilles vont nous permettre déjà d'écouter
le rythme cardiaque. Et en même temps, les yeux vont nous permettre déjà de voir le sang venir pour qu'elle respire. Donc, si elle respire, ça signifie que on peut la mettre soit en position latérale de sécurité. Si elle ne respire pas, ça signifie qu'il faut faire une compression abdominale ou encore une insufflation. Donc, voici comment ça se démontre. Donc, lorsque une victime est là, il faut percevoir, observer et écouter. Donc, rapprocher la tête déjà vers sa poitrine, ça permet déjà de voir. Et donc, sa respiration va essouffler déjà notre joue. Ça nous permet déjà de confirmer qu'elle respire. Si elle ne respire pas aussi, on saura. Donc, j'avance très rapidement parce qu'il y a un souci de connexion dû à une très forte pluie sur notre site. Donc, ça fait que pour éviter qu'il y ait interruption, j'avance très rapidement quand on sait que toutes les vidéos seront mises à votre disposition. Alors, donc, si elle ne respire pas naturellement, on saura qu'elle ne respire pas aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, on verra donc dans ce cas, si elle respire déjà, elle ne parle pas, ne réagit pas, mais respire, il faut la mettre en position latérale de sécurité. Donc, on vous enverra aussi une vidéo aussi pour ce qui concerne la position latérale de sécurité. Ça permet déjà d'éviter qu'elle avale voilà, elle avale sa langue pour éviter déjà d'étouffer et aussi permettre l'évacuation aussi du liquide salivaire qui risque donc d'obstruer aussi ses voies en attendant l'arrivée des premiers secours. Alors, lorsque la victime est inconsciente maintenant et qu'elle ne respire pas toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle une compression abdominale. La méthode aussi vous sera envoyée où il faut prendre les deux mains, joindre l'un sur l'autre et ensuite compresser par 30 compressions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 30 sans s'arrêter. Ensuite, 30 compressions, 2 insufflations. Insufflation qu'on appelle le bouche à bouche. Jusqu'à ce que le cœur puisse redémarrer. Quand on a parlé donc de la circulation cardiaque, on a la grande circulation et la petite circulation. Lorsque le cœur est en arrêt, il faut passer par ces moyens pour réactiver voilà, la circulation cardiaque. Alors, donc, voici un peu à quoi ressemblent les éléments. Donc, lorsqu'une victime se sent mal à l'aise, il faut naturellement, en tant qu'HSE, se rapprocher de la victime, poser des questions. Est-ce qu'elle a pris des médicaments? Est-ce qu'elle a le vertige? Afin de mieux l'accompagner dans un plan de prévention. Donc, voici un peu les éléments qu'il fallait comprendre donc, sur le secourisme. Donc, actuellement, il y a là une grosse pluie. D'ici là, je pense qu'il y aura une interruption. Donc, je vais demander s'il y a des questions ou pas. Toutes les vidéos, les petites séquences vous seront transmises. En présentiel, on aura le temps de revenir de façon pratique là-dessus. Donc, une vidéo aussi sera envoyée. Et tous les supports aussi vous seront envoyés. Est-ce qu'on a une question? Est-ce qu'il y a une question? Alors, M. Salif, M. Maïga, M. Laurent, M. Herman, est-ce qu'on a une question sur la lutte contre les incendies ou le secourisme? Donc, merci, M. Laurent. Est-ce que M. Salif a des questions? Est-ce que M. Bon, Ouedraogo... je ne peux pas parler trop. Allez. Alors, est-ce que M. Herman a des questions? Sinon, M. Maïga. Alors, donc, merci, M. Maïga. Merci, M. Herman. Donc, vu du besoin qui est là, donc, si toutefois il n'y a pas de questions, je pense que tous les supports seront mis à votre disposition avec des vidéos même sur chaque étape. Ceux qui vont suivre en présentiel, on fera des démonstrations aussi. Donc, si vraiment il n'y a pas de questions, l'enregistrement aussi du cours sera mis à votre disposition. S'il n'y a pas de questions, je vais m'excuser déjà de mettre fin à la séance. Parce que avec la pluie, le vent, là, je sais que ça va poser beaucoup de problèmes à la connexion. Donc, si toutefois il n'y a pas de questions, voilà, je vais mettre fin à cette séance et je vais vous souhaiter un très bon début de semaine. Quant à ceux qui suivent en présentiel, on se prend demain au cabinet. Le cas contraire, très bonne soirée à vous. Merci déjà pour la promptitude et pour le contenu enrichissant. Voilà, donc très bonne soirée à vous.
Merci, bonne soirée.